L'État est une entité sociopolitique qui regroupe en son sein un territoire, une population et qui jouit de la souveraineté. Alors, pour permettre à celui-ci de répondre aux besoins d'ordre administratif, politique, démographique, économique, social, scientifique, technique et culturel, plusieurs institutions ont été mises en place et dont le fonctionnement dépend des attributions et de l'organisation de chacune d'elles. Parmi elles se trouve le commandement de la sécurité civile, organe technique qui assiste le ministre en charge de la sécurité dans ses diverses prérogatives. Fidèles téléspectateurs, c'est sur les attributions et l'organisation du commandement de la sécurité civile que va se baser ce deuxième numéro du magazine Sécurité civile et population du ministère en charge de la sécurité. Pour ce deuxième numéro du magazine Sécurité civile et population, nous recevons sur ce plateau le lieutenant-colonel de police Alphonse Bonazebi, commandant territorial de la sécurité civile de Brazzaville par intérim. Ensuite, nous avons le commandant de police Romaric Mengue Matondo, directeur de l'administration et du personnel, près le commandement de la sécurité civile par intérim. Bonjour messieurs. Bonjour, M. Joyce. Commandant de police Romaric Mengue Matondo, d'entrée de jeu, nous voulons savoir quelle est la place du commandement de la sécurité civile au sein du ministère de la Sécurité et de l'Ordre public. Le commandement de la sécurité civile est l'un des organes qui composent la police nationale. Et au terme du décret 2019-377 du 27 décembre 2019, elle est l'organe qui assiste le ministre en charge de la sécurité dans ses attributions en matière de sécurité civile, c'est-à-dire la protection des populations, la sauvegarde des biens et de l'environnement, l'information et l'alerte des populations, l'évaluation et l'analyse des risques de catastrophe. Mon commandant, au regard de ce que vous venez de dire, quelles missions vous sont dévolues? Les missions de la sécurité civile, elles sont larges, mais nous pouvons les circonscrire dans un concept global et intégré de sécurité civile qui est dimensionné en 4. La première dimension est la dimension prévention des risques, des catastrophes. La deuxième dimension est la dimension préparation. La troisième dimension, c'est la réponse adaptée, donc l'intervention. Et la quatrième dimension, c'est la réhabilitation, sinon le retour à la normale. Ce qu'on peut dire précisément, c'est quoi? C'est que lorsqu'on parle de la prévention, il s'agit de mesures structurelles qui nous permettent d'analyser et d'évaluer l'ensemble des risques qui se constituent dans le territoire. Et cela se fait au travers de plusieurs mécanismes qui sont connus des mains d'expertes par les agents de la sécurité civile. Parlons de la dimension préparation. Il s'agit de préparer les hommes et les moyens face aux risques qui peuvent éclore à tout moment. Donc nous partons de la préparation au niveau des risques courants, c'est-à-dire l'incendie, c'est-à-dire l'accident, pour arriver au risque d'exception, sinon au risque majeur. Là, nous parlons donc des gros sinistres et des catastrophes. Parce que si nous n'agissons pas dans la préparation, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas donner une réponse adaptée au niveau de la troisième dimension. Et enfin, nous participons, donc comme je venais de le dire, dans la réhabilitation, donc le retour à la normale, avec d'autres structures qui concourent à cette même mission. Voilà ce qu'on peut dire. Mon colonel, du point de vue organisationnel, comment est structuré le commandement de la sécurité civile? Merci, madame. Au terme du décret 2019
377 du 27 décembre 2019 portant attribution et organisation du commandement de la sécurité civile. Ce commandement est structuré de manière qu'il y a un commandant de la sécurité civile, qui est donc le général Ngoto, qui exerce les missions globales de la sécurité civile. Il y a un commandant en second, et qui est donc qui le supplée dans l'exercice des missions, bien entendu, dévolues au commandement de la sécurité civile. Et ces deux responsables exercent leur commandement en s'appuyant sur les structures qui sont mises en place par le même décret, notamment les structures opérationnelles qui sont au nombre de 3. Il y a le commandement de mobilisation des opérations de secours, qui est donc dans la préséance, la première structure qui vient. Et il y a le commandement de secours médicalisé et le commandement de la défense civile. En ce qui concerne le commandement de mobilisation des opérations de secours, c'est l'entité qui est spécialisée de suivre toutes les activités opérationnelles et il assure également le contrôle de l'action des services, des différents services. Et vous comprendrez avec moi que la mise en œuvre des secours dépend de la politique conçue par ce commandement. Et donc ça devient, si vous voulez, l'organe essentiel même dans l'organisation et la réponse qu'il convient d'accorder lorsqu'il s'agit de gérer des situations d'urgence. Et le secours médicalisé, comme vous pouvez bien le comprendre, c'est l'ensemble de mécanismes qui est mis en place pour le soutien sanitaire de missions qui concourent au secours d'urgence. Et donc, en ce moment-là, le troisième commandement, qui est le commandement de la défense civile, c'est le pilier essentiel même dans la mise en place des plans de protection et de sauvegarde même en ce qui concerne les organismes et en ce qui concerne également les installations classées et bien entendu la mise en œuvre de moyens qui concourent bien entendu à la protection de ces installations. Mais c'est aussi l'organe essentiel qui mène toutes les missions qui sont des missions humanitaires. Et c'est à travers ce service d'ailleurs que nous avons un lien très important avec le ministère d'Action humanitaire qui, dans la gestion bien entendu de catastrophes humanitaires, nous concourons ensemble pour apporter une réponse qui soit adaptée à ces situations-là. Et outre ces structures opérationnelles, nous avons également les structures de soutien qui sont des directions centrales. Ces directions centrales ont la mission de gérer tout ce qui est activité administrative, tout ce qui est activité du personnel, activité de formation, des finances et de l'équipement. Et donc ces directions plutôt, j'allais dire, ont un sens d'appui ou de soutien à la politique qui est mise en place par le commandement de la sécurité civile. Et ce sont des directions centrales. Nous avons par exemple la direction centrale de la logistique, la direction centrale des finances, la direction centrale de l'administration et du personnel, voyez-vous. Et toutes ces directions centrales sont donc des structures de soutien au niveau du commandement de la sécurité civile. Mais la politique est conçue au niveau opératif, stratégique et opératif, comme je viens de le décliner, est mise en œuvre au niveau territorial, à travers les commandements territoriaux. C'est du répondant au niveau de la politique du commandement de la sécurité civile à l'échelle départementale. Et donc c'est pourquoi vous avez à travers le pays les différents commandements territoriaux qui, notamment sur 12 départements, nous nous sommes installés sur 8. Et ces entités opérationnelles assurent la couverture des missions d'urgence dévolues à la sécurité civile. Et donc, vous savez que quand on arrive au niveau commandement territorial, la politique n'est déclinée qu'à travers les organes d'appui au niveau du commandement territorial. C'est pourquoi vous verrez, en dehors du commandement territorial, il y a du répondant opérationnel qui sont donc des groupements, les groupements opérationnels. Ces groupements opérationnels qui gèrent à l'échelle sectorielle au niveau territorial et qui répondent à des missions globalement intégrées de la sécurité civile sur le plan opérationnel. Voilà comment la sécurité civile est organisée, madame,
pour jouer pleinement ses missions. Mon colonel, pour rebondir à ce que vous venez de dire, vous êtes implanté sur 12 départements, vous êtes sur 8. Qu'est-ce qui a fait que vous n'arrivez pas à vous implanter, vous ne soyez pas dans les 12 départements? Oui, en fait, la vision, comme ce que je venais de dire, d'une manière globale, la vision est d'assurer une couverture, un maillage à travers le territoire national, sans faire exception d'un département quelconque que ce soit. Mais vous comprenez que ce sont des questions de politique générale d'installation de ce département. Et au fur et à mesure, je pense qu'avec la volonté politique, nous sommes en train d'aller vers la couverture de tous les départements. Vous voyez? Et donc, j'espère que cette vision sera largement appuyée par la tutelle qui nous donnera la possibilité de pouvoir s'installer dans les 4 autres départements. Mais il faut savoir, en dehors de ce que nous ne nous retrouvons pas dans les 4 départements, notamment le Poul, la cuvette ouest, et la Lekoumou, et je pense les plateaux, ces 4-là, quand il s'agit des situations de couverture des risques, nous arrivons à élaborer des stratégies qui sont de nature à pouvoir couvrir tout ce qu'il y a comme besoin qui s'impose dans ces conditions. Je vous prends un exemple, les examens d'État par exemple. Cette année, nous avons eu un dispositif qui est arrivé jusqu'à Mouyondi, jusqu'à Sibiti. Et nous avons couvert même le plateau. Et la vision est telle que nous puissions arriver avant l'installation des organes assez structurés, que nous ayons au moins des dispositifs prévisionnels qui soient de nature à répondre aux risques qui soient adaptés dans ces départements. Donc, c'est ce que nous sommes en train d'envisager au niveau du commandement de la sécurité civile. Mon colonel, à l'instar du commandement des forces de police, est-ce que le commandement de la sécurité civile dispose aussi des unités spécialisées? Oui, madame, le commandement de la sécurité civile dispose d'une grande unité qui a fait ses preuves sur le territoire national et qui est donc l'unité polyvalente d'intervention qui est créée par arrêté 999 du 21 mars 2022, j'allais dire. C'est cette unité que nous avons qui est en première ligne qui, grâce à ces moyens techniques spécialisés, qui nous aident à réaliser là où les limites des unités territoriales sont établies pratiquement. Cette unité intervient dans des missions exceptionnelles des plongées, des missions de sauvetage dans des milieux périlleux, et il participe également dans la recherche et le sauvetage dans des endroits difficiles d'intervention. Donc cette unité d'intervention, c'est véritablement notre fer de lance en ce qui concerne les interventions qui sont de nature exceptionnelle. Mon commandant, tel que le colonel vient de le signifier, l'unité polyvalente d'intervention a des missions spécifiques. Comment le commandement de la sécurité civile sauvegarde-t-il les personnes, les biens et l'environnement? De quelle manière? Pour parler de la méthode, on va d'abord repartir donc à l'organisation. La sécurité civile, donc, dans son organisation, dispose des groupements opérationnels, des groupements d'incendie et de secours. Au sein de ces groupements, vous avez des corps de troupes qui sont des structures opérationnelles d'intervention et de secours qui se déploient sur le terrain. Parmi ces structures, on retrouve donc ce que nous appelons, dans notre jargon, les centres de secours principaux, les centres de secours secondaires. Nous avons des centres de secours spéciaux aussi, parce que ce n'est pas n'importe qui va rentrer dans une zone aéroportuaire. Ce n'est pas tout le monde qui peut pénétrer dans un secteur de production pétrolier. Il y a là-bas des mesures d'hygiène, sécurité, environnement à respecter. Il y a là-bas des risques dont il faut avoir la maîtrise. Donc à ce moment-là, nous installons des centres de secours spéciaux pour donner une réponse adaptée. Et en dernier lieu, nous avons des postes de secours avancés pour s'occuper à ce moment-là des risques spécifiques momentanément, à court terme.
Et ce dispositif opérationnel sont établis en tenant compte de la spécificité des risques. Parce que la réponse à donner à un risque incendie n'est pas la même pour un accident ferroviaire. Parce que le centre de secours répond aux risques courants quotidiennement. Et lorsque arrivent des risques d'exception, nous mettons en place donc des plans d'intervention qui nous permettent de répondre à ces risques spécifiques. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que tout ça, l'ensemble là, c'est simplement des dispositifs opérationnels. Mais n'oublions pas, s'il faut ajouter un aspect, n'oublions pas qu'au sein de ces centres de secours, nous avons la prévention appliquée aux opérations. Au niveau de ces centres de secours, c'est ce dispositif-là qui est mis en place. Et ce dispositif-là prend donc la prévention des risques, prend la préparation de la réponse à ces risques pour adapter une organisation de secours. Et ça, parmi les spécialistes, il y a le colonel Bonazebi qui est un préventiste acharné en la matière. Colonel, restons dans ce même registre. Est-ce que les centres de secours, vous en avez suffisamment à Brazzaville? Bon, peut-être dit que suffisamment, ça devrait certainement répondre à la logique d'un centre par arrondissement, comme sous d'autres cieux où on peut facilement arriver à cette organisation-là. Mais à Brazzaville, on a une organisation qui fait que nous poussons prendre en charge les questions d'urgence avec le maillage qu'on a eu à réaliser à travers les groupements qui sont mis en place. Et Brazzaville répond à la logique de 3 secteurs. Il y a le secteur nord, le secteur centre et le secteur sud. Et donc, dans ces secteurs, nous avons des centres qui sont de nature à pouvoir gérer le risque courant et le risque d'exception est généré au niveau stratégique où finalement les plans sont mis en œuvre. Mais ne fût-ce que pour ce qui concerne les risques courants, eh bien, nous avons en place cette stratégie. C'est pourquoi vous verrez à Wenze, vous avez un centre non loin du pont de la Tiémé qui prend en charge les questions de l'arrondissement 5, arrondissement 6 et même l'arrondissement 9 d'Iri aujourd'hui, puisque nous avons la couverture jusqu'à ce niveau. Un peu plus loin de Wenze, vous avez Kintélé. Kintélé qui rentre dans le schéma opérationnel de Brazzaville, bien qu'étant dans le pôle. Et naturellement, ce dispositif est mis en place pour assurer la gestion des situations d'urgence à ce niveau. Et quand vous venez au centre-ville, vous avez ce grand centre qui est à la fois un centre d'appui pour les autres centres parce qu'on a un arsenal exceptionnel qui arrive à appuyer les missions qui sont diligentées par les autres centres. Et ce centre principal est secondé par un centre qui est donc le centre secondaire qui est au niveau de la mairie de Mongali, où finalement, avec son arsenal, il prend en compte aussi les risques particuliers au niveau de l'aéroport international de Maya-Maya. Et un peu plus vers le sud, notamment au niveau de Makélékélé, ou au centre sportif précisément, vous avez un grand centre principal. Et la vision aujourd'hui est celle de nous amener à créer d'autres centres qui vont s'étendre dans les arrondissements 8, pourquoi pas, et l'arrondissement 7, et bien entendu d'autres secteurs. Mais ce qui est très important à dire, c'est quoi? C'est que malgré ce nombre qui ne semble pas répondre aux besoins des citoyens, et comme la vision est étendue à ce niveau, nous avons quand même dans cette organisation la possibilité de pouvoir répondre aux besoins des populations jusqu'à ce jour. Et nous pensons qu'à la longue, nous sommes en train d'envisager, comme je venais de dire, pour risque que je me répète, nous devrons aller à la logique d'un arrondissement, un centre par arrondissement, ce qui répond à la démarche du rapprochement du secours vers les populations, comme le sens même de l'émission que nous sommes en train de monter, sécurité civile et population. Parce que le souci que nous avons au quotidien est celui de pouvoir prendre en charge dans le moindre détail les besoins des populations. Mon commandant, la sécurité civile a des missions humanitaires qui vous mettent en contact avec des concepts suscités, les personnes, les biens et l'environnement. Avez-vous un numéro vert par lequel on peut vous joindre? Oui, depuis quelques années, pour ne pas dire, voilà déjà 3 ans. La sécurité civile dispose d'un numéro vert, le 118, oui, à l'instar du 117 de la police. Et à notre niveau, nous recevons donc les appels au niveau d'un centre de traitement d'alerte
lorsque la population arrive à nous joindre par le 118 et nous faisons le traitement de l'appel. Au-delà de ce traitement, nous engageons le centre de secours le plus proche pour répondre à l'appel. Mais je pense que voilà déjà 3 ans, la population de Brazzaville, sinon congolaise, est déjà suffisamment habituée déjà au 118. Mais nous ne cessons pas chaque année de revenir sur ça, de marteler sur la vulgarisation de ce numéro qui est très capital, très important pour la population. En dehors de ce numéro long dont vous parlez, comment vous faites pour vulgariser le numéro vert des pompiers, le 118? Mais nous sommes passés à l'époque par des crawls, c'est-à-dire des bandes passantes au niveau des chaînes de télé. Nous passons dans le contexte de l'information et l'alerte de population, dans les écoles, dans les églises, à chaque fois qu'il s'agit de vulgariser les risques de catastrophes, puisque nous enseignons sur les risques. Donc nécessairement, après avoir enseigné, nous disposons ce numéro-là au niveau de la population pour leur dire que non, au cas où il y a un souci, joignez-nous par le 118. Bon, colonel, au sujet du numéro long, en dehors du numéro 118 que vous utilisez, et il y a un numéro. Oui, je sais que le commandant a parfois l'habitude d'exploiter ce numéro et c'est un bon numéro. C'est le numéro à 6 chiffres qui est au-delà du 118, qui complète bien sûr les informations au niveau du centre de traitement d'alerte. Mais avant d'arriver à ce numéro, je voulais quand même soulever un fait du fait que le commandant a parlé longuement du numéro 118. Il faut aussi dire que ce numéro est en relation avec les 117. Voyez-vous, les 118 et les 117 communiquent d'une façon permanente. Donc à un certain moment, les informations des 117 parviennent au 118 pour prendre en charge les situations d'urgence. Mais parlant de ce 118, nous voulons aussi rappeler à la population que ce numéro est un numéro qui est vert, comme on le dit, qui est rendu disponible pour les populations. Mais ça ne devait pas être un objet aussi d'abus, en fin de compte. Parce que de temps en temps, nous constatons que les populations, même dans des situations qui ne rêvaient pas une importance d'urgence, et les gens se mettent à tripoter ce numéro. Ce genre de comportement met en difficulté ceux qui sont dans des situations réelles, en fin de compte. Parce qu'après, ça s'ensuit avec les encombrements et tout. Et à telle enseigne que nous tombons dans des situations où l'appelant réel est forcé d'attendre. Alors que la logique serait que à chaque fois que nous sommes saisis, que nous puissions rationaliser ou adapter notre réponse par rapport aux besoins des populations. Donc, c'est aussi un appel. Profitons de ce genre d'entretien pour dire que les gens devraient faire bon usage de ce numéro, au lieu que ça soit tel qu'on laisse aux enfants, les enfants viennent appeler à des heures tardives, et ça avec insistance d'ailleurs, qui met en difficulté, bien entendu, les paisibles citoyens qui sont plongés dans des situations d'urgence qui sont réelles. Maintenant, parlons de numéro à 6 chiffres, c'est le numéro 06 430 98 02. Je répète encore, 06 430 98 02. C'est ce numéro qui assure le relais des 118. Et généralement, ce qui est peut-être à relever ici, que ce n'est pas un numéro vert, c'est celui que je viens de citer. C'est un numéro, pour le manipuler, il faut avoir du crédit, naturellement. C'est vrai, hein, je sais que quand on est dans des situations d'urgence, c'est peut-être pas le crédit qui va manquer, mais ça donne plus de facilité de rentrer en contact avec les services de secours quand le 118 est dans ces encombrements. Monsieur le commandant territorial de la sécurité civile de Brazzaville, on ne pouvait pas terminer cette émission sans évoquer ou revenir sur l'épineuse question de manque d'eau et des retards sur les lieux d'intervention. Qu'en dites-vous? Merci beaucoup. Vous savez, c'est une question qui revient dans tous les services de secours et d'incendie à travers le monde. Il n'y a pas que nous. C'est un peu l'intention qu'on semble prêter dans les services de secours. Déjà, je dirais que ça ne serait pas possible de pouvoir aller dans un théâtre de gestion d'un sinistre tel que les risques d'incendie et qu'il n'y ait pas l'eau. Ce ne serait pas possible. Par contre, on peut arriver dans un théâtre
où nous sommes appelés à gérer le sinistre et que l'eau qui n'est qu'un fluide et qui répond à la vitesse, à la pression, peut arriver à s'épuiser. La citerne, lorsqu'elle s'épuise, ben, nous repartons vers un autre point. Surtout que vous savez que dans la ville, nous n'avons pas assez de points pour essayer de s'alimenter. Nous avons un point principal au niveau du centre-ville qui est au niveau du ministère des Finances et du portefeuille. Et ça, c'est le point qui est essentiel. En Tilou, par exemple, où nous avons une citerne de 1800 mètres cubes. Eh bien, si on arrive à gérer, les sinistres deviennent plus importants, ou avant l'arrivée de renforts, vous n'avez que ce moyen-là, il est bien normal que parfois l'eau puisse finir. Mais quand l'eau finit, ça ne veut pas dire qu'on était venu sans eau. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut relever dans les langages, hein, dans l'appréciation au niveau de la population. Donc, ceux qui ont des difficultés de comprendre notre fonctionnement, ils peuvent arriver, et ben, on est prédisposé déjà à pouvoir les éclairer sur ça. Maintenant, ce qui concerne le retard, il faut déjà relever que au début du feu, les pompiers ne sont pas là. Ça, c'est quand même très normal. Et il faut aussi relever que notre population n'a pas la culture de commencer d'appeler les services de secours. Et quand il y a des sinistres, ils se débattent eux-mêmes. Et quand ils se débattent, la vitesse du feu est de 2,5 mètres par seconde. Et s'il est influencé par le facteur naturel, avec le sens du vent, avec la contexture même du milieu lui-même, et qui peut offrir les éléments qui favorisent la propagation, par exemple. Dans ces conditions, avant l'arrivée des pompiers, il est vrai que le dommage va être mesuré sur une échelle assez importante. Maintenant, un autre facteur, c'est celui qui est défini par les routes. Voyez-vous, les voies de communication. Voies de communication, d'abord par leur étroitesse, ça il faut qu'on le souligne. Et ensuite, l'autre problème que nous avons ici, c'est la culture des usagers de la route. Naturellement et ailleurs, ou encore il est clairement défini que lorsqu'il y a des gyrophares, ou lorsqu'il y a une demande de passage de véhicules des pompiers par tous les moyens qu'ils ont, des moyens sonores bien sûr, en réalité, le milieu devrait être réservé à la sécurité civile ou encore au service d'urgence. Non? Pourquoi pas? Parce que si vous nous laissez ce temps de libérer les voies, ben, nous allons arriver à temps. Et ensuite, les pompiers, dans leurs interventions, ne sont pas appelés à violer, bien entendu, les dispositions du code de la route. Voilà. Donc, malgré l'urgence qui prévaut dans nos interventions, nous sommes appelés à respecter le code de la route, naturellement. Et donc, additionné au comportement des usagers qui, pour même céder le passage, devient un problème, le comportement des appelants qui prennent des retards pour joindre le service de secours alors qu'ils en ont la possibilité, additionné à ce que j'ai décrié, tous ceux qui n'appellent pas, et qui appellent pour déranger les 118, au moment où on nous appelle, on n'arrive pas à nous joindre, le temps de nous avoir, le retard, dans tous les cas, sera constaté. Mais qu'on le veuille ou pas, ça serait loin des retards créés. Ça serait loin des retards souhaités non plus. Mais c'est lié, bien entendu, à tous ces facteurs. Il y en a bien d'autres que nous allons certainement donner en détail si les gens peuvent arriver à nous rapprocher. Donc, c'est cela. Évidemment, c'est une analyse de la population. On ne peut pas dire, ne pas leur permettre d'analyser ainsi. Mais dans cette analyse, il doit prendre en compte toutes ces dimensions que je viens de citer et qui sont de nature à retarder nos interventions, pourquoi pas. Merci, colonel. Merci, commandant. Merci. Merci donc à l'équipe technique composée de Emar Bouka à la réalisation, de Georgelin Massamba à la caméra. Nous disons merci à vous, vous qui nous avez suivis, et bonne suite de programme chez vous sur Télécongo.